Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Puis après que je sois attaqué du côté de WWE NXT Heatwave 2025 et qu'ils ont failli faire de l'ombre du côté de l'AEW, eh ben c'est l'occasion justement de parler de l'AEW justement. Et par contre, désolé si j'ai pas su sortir à temps cette vidéo, vu comment j'étais tellement trop débordé. J'avais fait quelques courses et puis par fatigue, eh ben, j'ai pas su trop m'y mettre. Mais pourtant, j'ai dû regarder la vidéo pour mieux me concentrer. Donc maintenant, c'est l'occasion idéale d'en parler justement dans cette vidéo. Car dans cette vidéo auquel on va parler, vous le savez très bien, on va parler de AEW et NJPW qui font un champ commun, tout simplement Forbidden Door 2025. Donc oui, c'est ce show-là auquel on va s'attaquer. Et pour le coup, je vais pas vous mentir, j'ai quand même mieux adoré Forbidden Door que Heatwave. Pas parce que Heatwave n'était pas très bon. À vrai dire, j'ai plutôt apprécié les deux, mais j'ai une préférence pour Forbidden Door. À titre personnel. Voilà. Comme ça, on soit bien d'accord. Ce n'est pas du tribalisme, c'est ma façon de penser, de voir comment je peux aimer un show, malgré qu'il n'est pas non plus le plus parfait et pas non plus le plus mauvais en soi. Des deux côtés. Bien sûr, je m'adresse des deux côtés. Donc voilà. Eh bien, sans trop vous faire tarder, je vais vous parler de 4 matchs du pré-show. Donc le fameux Countdown Zero Hour. Et je vais essayer d'y aller franco pour éviter de perdre le plus de temps possible. Alors, le tout premier match de la soirée, c'est un match par équipe de 8 personnes avec The Paragon, Kyle O'Reilly, Roderick Strong, El Desperado et Yuya Imura qui ont affronté tout simplement la Don Callis Family, à savoir Rey Hechicero, Josh Alexander, accompagné par Lance Archer et Rocky Romero. Mais ils sont pas tout seuls car ils sont avec CRU, donc The Crew, donc Lio Rush et Action Andretti. Match qui était sympa à regarder, mais franchement je préfère passer car tout simplement c'est victoire de The Paragon qui arrive à battre la Don Callis Family et à la fin du match il y a du guet-apens et qui se ramène pour sauver le Paragon de ce genre de guet-apens. C'est Tomohiro Ishii qui arrive à faire fuir certains d'entre eux, sauf Lance Archer, et après il y a confrontation tout simplement. Donc voilà tout, voilà comment on pourrait se terminer ce petit aventure de ce match, qui, qui dureront tout le long de cette carte, il n'y avait pas forcément non plus de build-up. D'ailleurs, je sais pas ce qu'en pense Trailerman, mais j'espère qu'il a bel et bien aimé de son côté. Car moi, j'ai bel et bien aimé de mon côté de regarder ce show. Du côté de Pierre-Paul, je ne sais pas, mais du côté de The OG, je sais pas ce qu'il en pense de la EW actuelle, comme les shows de chaque semaine, comme Dynamite et Collision. Vu comment j'ai vu la vidéo, comment il avait donné son avis à propos de Raw, NXT et SmackDown, enfin les shows globales en soi, comme quoi ils étaient un peu chiants, pas à la hauteur des attentes des personnes, enfin surtout des gens. Je peux comprendre, même moi je suis concerné. Et d'ailleurs, j'aurais tellement voulu que Dynamite et Collision fassent partie du lot, parce que ce soit les deux guerres de compagnie, j'aurais préféré que l'une des deux aurait forcément mieux se démarquer, avec du suspense, de surprise et des bonnes choses arrivées. Mais que nenni malheureusement, vraiment que nenni. Et pour ça, c'est tellement dommage. D'ailleurs, il y a encore une vidéo de The Original que je n'ai pas encore vue, mais que je vais pas tarder à regarder. Et d'ailleurs, je vous invite également à vous abonner si ça vous fait plaisir à sa chaîne, comme pour Trailerman, comme pour MDX, si vous adorez le côté gaming, et également tout simplement Gale avec sa chaîne secondaire également, et pour Nicotube également pour lui donner un petit peu de la force. Voilà tout. Donc le deuxième match de la soirée, le GOA, donc, ou alors le Goa,
qu'on pourrait baptiser The Gate of Agony, avec Ricochet, qui fait équipe avec Toa Liona et Bishop Cohn, qui affronte tout simplement The Jet Speed, donc The Speedball Mac Bailey et The Jet Kevin Knight, que je préfère l'appeler l'OVNI, et tout simplement un catcheur qui catch à la Rev Pro Wrestling, Michael Oku, qui est accompagné par Amira Blair. Et tout ce que je peux dire, c'était aussi pas mal, même si c'était que des successions de spot-faced et de tout ce qui est work rate et de tas de bêtises dans ce genre-là, auquel il y a du code catchement parlant. Il y a une partie du match auquel il m'avait un petit peu fait peur, c'était Michael Oku, quand il y avait Bishop Cohn qui le faisait un genre de percussion de coup de bélier, qu'on peut appeler ça un tackle. Eh bien, à cause de ce genre de projection, eh bien, Michael Oku a fait un peu comme un genre de topé suicida ou un topé can hero, comme on appelle actuellement, à tel point que j'ai même cru qu'il a failli tomber sur la tête et que j'espère que il n'a pas trop été amoché à tout ce propos-là durant le match, hein, parce que je sais qu'il a continué jusqu'au bout, mais à la fin, je crois que c'est lui qui va être sacrifié en plein match avec ben, Toa Liona et Bishop Cohn qui s'emparent de ses deux bras et qui permet à Ricochet de faire sa Spirit Gun en clothesline pour la victoire. Donc vous avez compris, c'est victoire de The Gate of Agony, les portes de l'agonie quoi. Et c'était un match à 3 tout simplement, même si j'avais oublié de citer, mais ce n'est pas grave. Ensuite, match numéro 3, match par équipe de 8 femmes. Donc The Triangle of Madness, le triangle de la folie, avec Julia Hart, Sky Blue et Tekla, qui font équipe également avec Megan Bayne, accompagnée par Penelope Ford, qu'ils ont battu, oui parce que je vais vous spoiler, ils ont battu Harley Cameron, Krista Landers, The Queen Aminata et Willow Nightingale, auxquels, oui, il y a eu des trucs auxquels on pouvait s'y intéresser formellement. Mais après, il y en avait certaines personnes, un peu comme moi, qui en avaient un petit peu rien à secouer, si ce n'est que peu importe le résultat du match, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le fait que le résultat parle de elle-même, on n'a pas grand-chose à trop en citer. Si ce n'est que dans ce match-là, ce sera Megan Bayne qui va, je crois qui va faire The Fate of Descent sur, sur Harley Cameron pour la victoire. Excel qui remporte le match pour son équipe, tout simplement. Donc voilà tout. Et maintenant, le dernier match du pré-show. Un match à 3 pour les titres du monde trio de la EW. Les adversaires, The Ops, l'opposition si vous préférez, Samoa Joe, The Powerhouse Will Hobbs et Katsuyori Shibata, qui affrontent tout simplement le Bullet Club War Dogs, donc le chien de guerre, Clark Connors, Drilla Moloney et Robbie X, accompagné par Gedo. Un bon match très brutal avec pas mal d'offenses physiques. Mais à la fin, ça reste tout de même les oppositions qui battent les Bullet Club War Dogs. Et d'ailleurs, je me dis, c'est vrai que du côté du Bullet Club, certes, ça continue encore de vivre, mais elle a plus la même saveur qu'à la grande époque, hein. Ah, c'est tellement dommage, mais victoire de l'opposition. Voilà tout. Et maintenant, je vais passer du côté de la carte principale de ce show, auquel, d'abord, il faut que j'en parle à propos de tout ce qui concerne la EW. Je sais que on pourrait parfois critiquer les décisions de la WWE de faire des mauvais choix. Et d'ailleurs, le pire choix qu'ils veulent faire, c'est mettre TNA Impact en face de AEW Dynamite, vu comment on entend des rumeurs comme quoi la TNA va être achetée par la WWE et qu'il est fort possible qu'il les fasse concurrencer. La guerre des mercredis soirs, mais avec une autre fédération. Je sais pas pour vous, mais je trouve que la WWE se sert de la TNA un peu comme un bouche-trou, comme si tout simplement il servait de faire valoir pour éviter que le produit WWE soit impacté. C'est une stratégie assez bâtarde de leur part,
mais ils veulent montrer à quel point ils sont au-dessus du lot, quoi. Ils veulent montrer que malgré tout, ce sera toujours la WWE qui restera toujours supérieure à d'autres promotions. Oui, ok, c'est vrai. Mais pourquoi pas une fédération plus jeune et plus fraîche pour rivaliser avec eux? C'est possible. Parce que d'ailleurs, dans le pré-show, il y avait Tony Khan qui avait fait tout simplement une promo auquel je sais pas si c'est un tacle à la gorge, mais en tout cas, il avait dit que il a battu, enfin, la EW a battu le record de nombre de fans présents à Londres, en Angleterre, pour assister à Forbidden Door. Et du coup, il annonce comme ça au pif, et je me demande si c'est pas un peu pour se foutre de la gueule de Triple H, vu comment ils ont l'habitude, la WWE, d'envoyer Triple H ou Stephanie McMahon ou je ne sais qui d'autre envoyer pour annoncer les chiffres de nombre de spectateurs pour tout simplement se vanter. Parce que oui, les choses comme ça, c'est possible. Et du coup, je me demande si c'est pas pour se foutre de leur gueule. En tout cas, si c'est le cas, quelque part, ça peut être un représage de guerre de fédération, auquel il est impossible à éviter. Mais j'espère que Tony Khan, il a le sens de l'humour, hein, parce que s'il le pense réellement à ce qu'il veut faire à la WWE, ne pas les ménager du tout, parce que eux, le but de la WWE, leurs intentions sont claires. Ils avaient mis des shows et surtout Heatwave pour essayer d'éclipser Forbidden Door, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec The Great American Bash, Saturday Night's Main Event et Evolution partie 2, ça n'a pas marché face à All In. Et du coup, ils veulent retenter pour leur montrer qu'ils veulent mettre des bâtons dans les roues et qu'ils vont les enterrer jusqu'au bout. Et du coup, j'espère que la EW va prendre ça au sérieux pour leur montrer à quel point ils n'ont pas peur de concurrencer une grande fédération, même si on ne sait pas, mais on verra bien. On verra vraiment bien. Parce que pour l'instant, il avait aussi dans la promo de Tony Khan Martha Hart, la veuve de Owen Hart, et accompagnée de son fils, auquel ils ont parlé, je crois qu'ils ont parlé à un prochain titre AEW créé ou alors construit, je ne sais pas trop, mais je sais qu'ils en avaient en parlé pour un prochain événement. Et ça, c'est eux qui viennent le confirmer. Maintenant, espérons que ce soit, on va dire, tout bon, que l'accueil est bon auprès du public. Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à se foutre de la gueule de Tony Khan pour des raisons évidentes, hein. On peut comprendre pourquoi on peut se foutre de lui, mais, euh, mais voilà, certaines de ses décisions sont parfois bonnes à prendre, sont parfois à jeter. Ça dépend. Mais bref, je m'écarte du sujet parce que maintenant dans la carte principale, c'est un match par équipe entre les anciens Edge et Christian, ou plutôt Adam Copeland, ou plutôt Cope et Christian Cage, qui affrontent The Modarchy. À l'époque c'était The Patriarchy, maintenant c'est Modarchy, enfin Modarchy quoi. Donc la matriarche. Donc oui, équipe composée de Shayna Wayne et de son fils Nick Wayne. Mais sauf que Nick Wayne ne peut pas participer à ce match-là parce qu'apparemment il est blessé, je crois, au niveau de l'épaule ou quelque part au niveau du corps. Mais c'est un peu dommage qu'il n'est pas dans ce match-là car celui qui va le remplacer pour le match, c'est un revenant, un certain Luchasaurus qui l'année dernière, parce que je crois que c'était l'année dernière, il souffrait d'une maladie cardiaque à mon avis. Et on a tous cru qu'il a failli y passer. Mais apparemment, ça va mieux pour qu'il switch. Et qu'il fait équipe à équipe Sabian. Et du coup, on se dit, bon, ok, qu'il switch est de retour. Mais il va servir de faire valoir pour protéger Nick Wayne dans la défaite. Un peu comme j'en ai pas parlé du côté de Heatwave, mais lorsque Jessie Jane a perdu le titre féminin knockout de la TNA, quelque part elle a été protégée dans la défaite, vu comment c'est pas elle qui a subi le tombé, c'était Masha Slamovich qui avait subi le tombé.
Et ben là, c'est complètement l'inverse. Là, ça privilégie Nick Wayne de ne pas perdre le match face à ses opposants, donc face à Christian et Copeland, quoi. Et d'ailleurs, quand je vois Kip Sabian, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, Kip Sabian, dans cette équipe, quoi. Ça se voit que qui m'impressionne pas d'Iota et que c'est sûr qu'il va se faire laminer par Edge et Christian. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu, hein. On a eu quelques bonnes offenses de la part des vétérans sur les autres assaillants. Parfois, il y a Shayna Wayne qui n'hésitait pas à intervenir, mais juste pour distraire l'arbitre ou plutôt pour lâcher des pics à Christian Cage et également à Adam Copeland. Donc c'est sûr, ça s'envoyait des pics à tout va et des tentatives de mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Mais on va pas se mentir, à la fin, quand il y a du rififi, eh bien, ce sera Adam Copeland et Christian Cage qui vont quand même en venir à bout de Kip Sabian et de Killswitch. Et d'ailleurs, celui qui va être sacrifié, c'est Kip Sabian qui perd le match. Donc voilà tout. C'est victoire de Edge et Christian, Adam Copeland ou Cope, et Christian Cage. Donc voilà, l'équipe légendaire qui sont en train de se reformer, comme à la bonne vieille époque. Même si les deux sont complètement différents et qu'ils ont beaucoup changé, mais au moins ça fait du bien de les voir ensemble. Vraiment. Ah, et maintenant match numéro 6, match simple pour le championnat de TNT de la AEW. Kyle Fletcher accompagné par la Don Callis Family, notamment Don Callis, Lance Archer, qui tout simplement, Kyle Fletcher affronte Hiromu Takahashi. Donc là c'est sûr c'est AEW contre NJPW. D'ailleurs, leur association avec la AEW, il faut savoir que c'est pas la même chose qu'avec la WWE, la TNA et la AAA. Sachez que c'est pas du tout la même, on va dire, cohabitation. Du côté de la WWE, c'est plutôt enterrer la TNA et la AAA, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, la AAA va pas tarder à se faire enterrer. Je suis prêt à mettre un doigt à couper et je suis presque sûr que ça pourrait être possible. Mais du côté de la EW, certes, ils font des collaborations avec la New Japan Pro Wrestling, mais il y a un certain statistique comme quoi la EW a un petit peu tué la New Japan Pro Wrestling en prenant la plupart des talents de là-bas. Et du coup, si c'est vrai, tout ça est véridique. Et concernant leur relation, au moins vu comment ils ont quand même le côté humain, quelque part, ça ne semble pas gêner au président de la compagnie, donc Hiroshi Tanahashi, de faire des bonnes collaborations avec eux. Et également faisant une collaboration avec la CMLL également, vu comment ils ont auparavant la EW essaie de faire une entente entre AAA et CMLL, mais ça n'a pas fonctionné et du coup ils ont préféré de se contenter la CMLL pour avoir une bonne relation solide vu comment ils ont la Ring of Honor, ils ont des bonnes relations avec la New Japan Pro Wrestling, et j'en passe d'autres, même avec la Stardom pour vous dire. Donc pour ça, du fait que l'entente est bonne et que ça passe très bien, du côté de la WWE, là c'est pas de l'entente, c'est plutôt faire du business et écraser une autre structure. Parce qu'en même temps, la WWE, il n'y a pas le côté humain, il y a le côté sadique. Alors que du côté d'AEW, il y a le côté humain, mais il y a un côté. On se dit, ouais, il y a le côté humain, mais est-ce que c'est pas un peu trop exagéré dans tous les cas? Que de questions, hein, vraiment que de questions, même si je m'écarte du sujet. Concernant le match entre Fletcher et Hiromu Takahashi, même si vous ne connaissez pas les catcheurs japonais, ou alors que vous ne connaissez pas la discipline du catch japonais, et que vous n'êtes pas fan, essayez de vous y intéresser, vu comment vous allez être épaté le côté fighting spirit, strong style. Parce que oui, à la New Japan, eux, ils sont plus du côté sport que le côté trop guignolesque, on va dire ça comme ça. Même si, attention, il y a le côté entertainment aussi. Mais moins en moins que du côté américain. Mais après, c'est vrai que les cultures des structures et tout ça en tout genre, c'est vrai que c'est pas la même chose.
Mais on peut quand même apprécier. C'est un peu comme la lucha. La lucha, c'est un peu spécial, il faut savoir l'apprécier. Si on ne l'apprécie pas, c'est que c'est pas notre cam. Donc dans les deux ou les trois cas, si c'est votre cam ou pas, bah, on peut pas vous y obliger d'aimer quoi que ce soit. Parce que moi, j'essaie d'apprécier et de mettre de bonne volonté aussi. Et qu'il y avait pas mal de prises qui avaient été enchaînées par Fletcher et aussi par Hiromu Takahashi. Mais faut être honnête, ce sera quand même Kyle Fletcher qui va battre Hiromu Takahashi pour conserver le titre TNT de la EW. Et voilà, pour asseoir sa domination au sein de la Don Callis Family. Et d'ailleurs, vous avez peut-être demandé, mais comment il a eu le titre TNT face à Dusty Rhodes? C'est simple, dans un match hardcore lors d'un épisode de Collision, et auquel c'est comme ça comment il a battu Dusty Rhodes. Et au passage, le match a été noté 5 étoiles. Ce qui me surprend pas de la part de Metzler, qui met des 5 étoiles qui ne représentent absolument rien à la discipline. Bref, je m'écarte du sujet, quoi. Ensuite, match numéro 7, match à 4, donc Fatal 4-Way pour le titre TBS de la EW. Mercedes Moné contre Alex Winsord, contre Bozilla et contre Persephone, ou plutôt contre Persephone. Je crois que c'est comme ça, comme on peut appeler. Alors, catcheuse de... Il y a la catcheuse anglaise qui catch à la EW actuellement, donc Alex Winsord. Bozilla, je crois, qu'elle catch au Mexique ou plutôt à la Stardome. Et Persephone, elle, c'est du côté de CMLL, si j'ai bien compris. Je sais que durant tout le match, ce sera les trois femmes qui vont se donner à fond, corps et âme, pour espérer d'avoir le titre de Mercedes Moné, même si elle n'est pas facile à se faire battre très rapidement. Et la stratégie de Monet, c'est sûr, elle est simple, hein. En faire le moins possible, surprendre son monde auquel la personne ne s'attend pas du tout. Car ça, c'est un peu la force des plus grands. Travailler le côté un peu malin et rusé. Parce que ça, c'est aussi une bonne technique de heal. Vraiment une très très bonne technique. Et que là, ça peut marcher du tonnerre. Et au moins, ça permet à Mercedes Moné d'avoir de plus en plus de hits de manière très logique. Malgré que l'une des femmes ont tenté d'essayer de surprendre l'une d'entre elles, ce sera tout de même Mercedes Moné qui restera toujours au-dessus de tout en, en battant avec un tombé surprise sur Persephone, en conservant son titre de TNT. Donc la championne TNT reste toujours la championne TNT. Par contre, je me demande si ça fait pas déjà un an qu'elle est championne TNT, parce qu'il me semble que ça fait déjà un an qu'elle a remporté le titre et qu'elle a toujours pas été battue. Là, on pourrait dire que c'est une bonne performance de la part de Mercedes Moné, qui a su conserver le titre aussi longtemps que soit-il. Même si on attend toujours la prochaine élue qui pourra détrôner Mercedes Moné. Donc voilà tout. Bon, après, il y avait aussi du guet-apens entre Tekla et Queen Aminata, donc avec les triangles de la folie, qui se sont acharnés sur elle, jusqu'à ce que elle se fait sauver par Jamie Hater, qui est là pour sauver Queen Aminata de ses assaillantes. Donc ça, c'est un segment auquel je préfère vous dire rapidos, mais on va passer à l'autre match suivant, le match numéro 8. Match pour le titre de champion du monde poids lourd de la IWGP de la New Japan Pro Wrestling. Zack Sabre Jr. contre Nigel McGuinness, accompagné par Daniel Garcia, et auquel ce match-là, c'est un peu un genre de dream match pour le côté catch technique, car il faut savoir, vous le saviez sans doute, mais Zack Sabre Jr., lui c'est le catcheur typique technique, un qui ne craint absolument personne, qui prouve à quel point c'est l'un des hommes les plus techniques de la Terre, comme un certain Bryan Danielson, ou encore des mecs comme Mike Quackenbush. Il y a quoi comme exemple? Dean Malenko aussi, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Bret Hart, Shawn Michaels, bref. Un des hommes auxquels il peut être fort de manière technique, malgré son gabarit très fine, ou très fin si vous préférez.
Et Nigel McGuinness aussi, hein, c'est un très très bon technicien. Quelqu'un qui fait du catch à l'ancienne dans, dans un côté 21e siècle et auquel ça marche tellement bien quand ça s'envoie du lourd en termes de technique. Dommage que McGuinness n'était pas au top de son prime, sinon ça aurait été totalement différent, un affrontement entre Zack Sabre et McGuinness. Et pourtant, les deux sont incroyables, hein, vu comment ça s'est envoyé des prises techniques. Surtout quand c'est Zack Sabre Jr. qui va commencer à le manier avec précaution. Tout ce qui est technique est prise sans nul doute. Et qu'à un moment dans le match, certes, McGuinness tente ses fameuses prises auxquelles il a l'habitude de le faire, notamment le jump breaker, donc la fameuse boomerang lariat, le Scotch handler de London. Je crois que c'est un espèce de clé de bras arrière auquel il veut le cadenasser pour mieux faire soumettre son adversaire, ou encore le The London Tower, auquel il a l'habitude de faire et auquel ça a toujours été sa spécialité. Mais ça ne suffit pas de battre Zack Sabre Jr. Et d'ailleurs, au passage, les deux sont vraiment anglais. Donc ils sont de là-bas, ils sont de Londres. Comme certains des catcheurs anglais qui sont présents également. Et pourtant, malgré que ce soit chez eux l'un des deux, forcément ce sera Zack Sabre Jr. qui va commencer à jouer avec lui, surtout en le faisant tourner en bourrique avec les petits paquets à tout va. Et ce sera comme ça comment il va en venir à bout de Nigel McGuinness pour conserver le titre IWGP. Au passage, je crois qu'il avait remporté en battant Hiroki Goto. Donc il a remporté le titre pour la deuxième fois. Mais à la fin du match, les deux se serrent la main et célèbrent avec le public anglais, qui a été vachement conquis. Donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite, match numéro 9, match par équipe de 3 personnes pour le titre du monde par équipe de la AEW. The Brodido, donc le yinche Brody King, le gros chien quoi, et le Zoro du catch, ou plutôt celui le plus recherché auquel on veut le séquestrer, Bandido. Oui, donc Brody King et Bandido qui font équipe, qui affrontent également le Hurt Syndicate, Bobby Lashley et Shelton Benjamin, et qui affrontent également FTR. Donc Daxar Woods et Cash Wheeler accompagnés par Stockley Hathaway. Un match qui était très divertissant, très, très bon également. Si ce n'est que les trois équipes ont donné tout ce qu'ils savaient de faire. Surtout quand il y avait le face-à-face entre Bobby Lashley et Brody King, auquel le public a commencé à chanter mif, mif, mif. Donc viande, viande, viande. Vu comment c'est deux gros kilos de barbac qui se font face et qui se font pas de cadeaux non plus. Alors que t'as FCR qui sont plutôt dans la ruse comme des vieux briscards. Et ouais, comme quoi les choses comme ça peut arriver très rapidement. Jusqu'à ce qu'il y a trois catcheurs masqués, enfin, cagoulés avec des vestes de NJPW qui s'en prennent au Hurt Syndicate, qui allument tout simplement le Hurt Syndicate pour les faire écarter du match, pour leur montrer à quel point ils veulent pas les voir gagner une nouvelle fois. Vu comment leur slogan c'est ils blessent des gens, eux veulent leur montrer comment ils font pour blesser des gens, entre guillemets, jusqu'à ce qu'ils parviennent à se démasquer. Et les personnes sont les Gate of Agony, donc Ricochet, Toa Liona et Bishop Con, qui font écarter du match tout simplement le Hurt Syndicate et qui laissent entre Brandido et FTR, et auquel là ça va s'enchaîner grave du tout au top. Et pourtant, à la fin, ce sera The Brodido qui vont en venir à bout de FTR avec un travail en équipe de deux. Je me rappelais le genre de monkey flip en splash et que après avoir enchaîné le German Suplex 20th Century, je crois que c'est ça le nom de la prise de Bandido et la Discus Lariat de Brody King. Eh bien, c'est grâce à ça auquel ils vont réussir à battre FTR. Et au passage, je trouve que Cash Wheeler, c'était un sacré gland.
Parce qu'il avait tout le temps pour casser le tombé, mais il a fait genre que il est trop fatigué, il n'arrive pas à casser le tombé. Eh bien, il a donné la victoire à Bandido et Brody King, sans le vouloir. Et du coup, ben, c'est Bandido et Brody King qui deviennent les nouveaux champions du monde par équipe de la EW. Et auquel, ben, c'est vrai qu'ils sont quand même ultra over auprès du public. Donc je me dis, why not? Pourquoi pas les mettre les titres sur les hanches? En tout cas, c'est amplement respectable. Ça, c'est encore une fois ma manière de penser. Et puis, match numéro 10, auquel ben, c'est un match pour le titre unifié de la EW. Donc le titre qui a été unifié avec le titre international et continental. Et que maintenant, c'est uniquement titre unifié uniquement. Kazushika Okada contre Swerve Strickland. Et ce match-là, j'attendais avec impatience. Et à tel point que je me dis, mais ce match, il est bon. Il est vraiment bon. Même si on a appris que des rumeurs à propos des blessures sur Swerve Strickland. Pareil pour Will Ospreay. Apparemment, ben, Swerve Strickland, ça fait quelques années auxquelles ben, il traîne une blessure très grave. Après, vous allez peut-être dire pourquoi il s'est pas fait soigner. Tout simplement pour éviter, euh, pour éviter qu'il n'ait pas son prime. Et du coup, il a préféré de se détruire le corps avant tout simplement d'être à son prime et peut-être se faire opérer. Et c'est pareil pour Osprey. Hein. Osprey, ça fait depuis quelques temps qu'il fait quelques matchs assez brutaux auxquels on a l'impression qu'il va tomber sous la tête et qu'au bout d'un moment, il va se briser la nuque, il va se briser le dos. Et que je suis bien content et heureux de le savoir qu'il n'y a pas encore eu un mort à la EW. Parce que vous imaginez si une telle tragédie se provenait, bah, c'est sûr que la EW serait pointée du doigt pour le non le non protègement de soi. Parce qu'avant tout, c'est se protéger à tout prix et de se soigner également. Et durant dans ce match-là, ben, c'est sûr ça va être très brutal avec Okada. Et du coup, ben, Okada ne laisse même pas une seule occasion de répit à Swerve Strickland. Mais malgré que Swerve Strickland se fait maltraiter par Okada, ben, il prouve à quel point il peut toujours rivaliser avec le Rainmaker. Parce qu'avant tout, ce n'est pas une star pour rien. Euh, Swerve Strickland. Okada aussi, hein, mais quand il était au Japon, c'est sûr c'était un dieu. Et là, ben, un peu un comique de service qui fait des doigts d'honneur, mais qu'il est très redoutable en tant que heel, parce qu'en même temps, il a la Don Callis à sa botte. Et oui, en parlant de Don Callis, ben, bien sûr, on va en parler justement de lui, mais ce n'est pas encore de ça auquel on va parler. On a eu plusieurs tentatives de surprenants de matchs auxquels il est fort possible qu'il pourrait avoir des vainqueurs. Tentative de Rainmaker Coastline, de House Call, de Swerve Tomb, qui est passé, mais qui n'était qu'au compte de deux, de la part des deux côtés, lorsqu'ils ont dégainé leur arsenal de prise. Et puis, ben, t'as un moment crucial dans le climax du match, auquel ben, ce sera tout simplement Kazushika Okada qui va s'engouffrer dans la faiblesse de Swerve Strickland pour mieux l'affaiblir et de l'encaisser vite fait en le finissant avec sa Rainmaker Clothesline. Et que c'est comme ça comment il en vient à bout de Swerve Strickland en le battant et en conservant son titre unifié. Et pourtant, à la fin du match, il n'en a pas fini avec Swerve Strickland. Il va le positionner et le bloquer la jambe au niveau des escaliers et du poteau. Il va commencer à lui donner des coups de chaise dans la jambe, vu comment apparemment il a affaibli au niveau de la jambe. Et du coup, il va s'acharner. Et après, il en a fini son attaque sur Swerve Strickland. Et qui préfère de partir au vestiaire. Metadon Callis qui arrive. Et ce n'est pas tout, car il va y avoir également Wardlow qui fait son retour après plus de. Pardonnez-moi, après plus, je crois, de 2 ans d'absence, si c'est ça. Parce qu'il me semble que ça fait 2 ans qu'il avait disparu de la surface Wardlow. Et du coup, il est arrivé, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va également torturer Swerve Strickland, tout comme il va démolir la sécurité, notamment un F5 auquel il va effectuer.
Et après, par la suite, il se dirige vers la rampe d'entrée et auquel il va saluer Don Callis et Kazuchika Okada, Josh Alexander, Lance Archer, Rei Hechicero, bref, toute la semana, même avec Konosuke Takeshita, même si on sent qu'il n'y a pas forcément une bonne impression de la part des deux hommes. En tout cas, Takeshita ne l'apprécie pas justement forcément. Donc oui, je sais, encore un membre dans la Don Callis Family. Je sais que c'est insupportable de voir ce sale chauve de, de gérer tous les heals de la compagnie. En même temps, il faut bien un excellent heal de manager pour avoir un tel écurie bien fourni. Et que c'est vrai qu'on aimerait tellement voir Don Callis se faire casser la gueule à tel point que ce serait marrant de voir à quel point qu'il en est, qu'il s'en est mangé des fameux gros pains. Parce que le parallèle que je pourrais faire, Don Callis, c'est vrai qu'il a un petit côté Bobby Heenan, je trouve. Vu comment Bobby Heenan, lui, c'était vraiment un manager heel auquel on voulait voir vraiment se faire casser la figure par des gentils comme Hulk Hogan, Randy Savage ou Ultimate Warrior ou je ne sais qui d'autre, quand il y avait des catcheurs heel qui étaient à sa botte. Mais c'est vrai que c'est pareil, on a envie vraiment qu'ils se fassent casser la figure. Et du coup, encore une famille qui se fournit. Et on va voir qui de la Duncalis Family va quelque part s'en sortir, ou plutôt de sortir du cycle de Duncalis en libérant de ses chaînes, en volant de ses propres ailes. Et j'en passe d'autres. Hein. Vraiment, j'en passe d'autres de propositions. Mais bon, je passe au match suivant. Match numéro 11. Match pour le titre de championne du monde féminin de la EW. Et également, il y avait le contrat de tout simplement Athena qui avait été mis en jeu également. Car il faut savoir, lorsque bien sûr, je vais parler des participantes, The Timeless Toni Storm qui affronte Athena accompagnée par Billy Starks, faut savoir que elle a le contrat pour avoir le championnat du titre AEW lorsqu'elle avait remporté un casino Battle Royale. Enfin, non, Gauntlet. Gauntlet. Eh bien, c'est-à-dire qu'elle pourrait encaisser son contrat à tout moment sans qu'on peut s'y attendre. Un peu comme un Money de Bank, un peu comme une mallette. Mais là, c'était tout simplement avec un contrat. Donc voilà comment le match a eu lieu. Et c'est sûr, Tony Storm, elle est sacrément bien ovationnée. En même temps, avec un tel personnage assez loufoque et vraiment lunaire à soi. Donc je comprends pourquoi le public est à fond derrière elle. Ça me surprend pas en sachant que Tony Storm, bah, elle sait comment maîtriser son personnage, comme elle sait comment maîtriser le mieux le côté in-ring. Car c'est vrai que lorsque on voit son habit et sa manière de catcher, on sent que c'est vraiment du catch à l'ancienne. À l'époque du catch féminin à l'ancienne. Donc ça prouve à quel point elle est vraiment à fond dans cette gimmick et dans le côté, certes, vieilleuse de l'époque, qui marchait à la grande époque, tout simplement. Donc ça, pour ça, je ne peux que tirer mon chapeau sur Tony Storm. Alors que du côté de Athena, elle, qui se fait appeler la déesse déchue, l'éternelle championne ROH, auquel elle a tellement gardé la ceinture depuis tellement longtemps qu'elle a même personne à l'affronter dans sa ronde en tant que championne. Mais il y a forcément au bout d'un moment quelqu'un qui pourrait la battre pour devenir championne, mais on ne sait pas qui c'est. Est-ce que ça pourra se jouer à Death Before Dishonor? J'en ai aucune idée. Vraiment, j'en ai vraiment aucune idée. Et pourtant, malgré la bonne volonté de Athena de faire ses preuves en montrant qu'elle peut battre la championne, quitte à signer le contrat de manière un peu bête pour perdre son opportunité par la suite, parce que oui, il faut savoir, c'est qu'elle a un peu perdu sans le vouloir l'opportunité d'avoir une chance au titre, vu comment elle avait signé le contrat, et que Tony Storm, c'est sûr, elle veut pas le faire de cadeau à Athéna. Et lorsque, à un moment donné, Athéna, elle est en pleine difficulté et qu'elle est
presque au bout du précipice, eh bien Toni Storm, elle enchaîne avec un Storm Zero, puis elle va également enchaîner avec une soumission auquel elle va faire abandonner Athena, elle va la faire abandonner, et du coup c'est victoire de Toni Storm, qu'elle conserve le titre du monde de la EW. Donc pour l'instant, personne ne peut battre l'intemporel. Voilà tout. Et maintenant, plus que deux matchs après c'est terminé. Match numéro 12. Match simple pour le titre champion du monde de la EW. Et il y a une stipulation pour Adam Page. Oui, parce que Eggman Adam Page contre Maxwell Jacob Friedman MGF. Donc justement, la stipulation est pour Adam Page. Si Page a l'intention de se faire disqualifier ou, ou de perdre par des comptes extérieurs ou, ou perdre par soumission, par KO, ou j'en passe de tomber, etc., eh bien, il sera automatiquement perdant parce qu'il aura perdu le titre face à MGF. MGF, lui, qui est un sacré bon heel, un côté star power auquel il n'y en a pas d'autres du côté d'AEW. Enfin, il y a Strickland, hein, mais il y a surtout MGF qui arrive de se montrer à la hauteur. Surtout cela, hein, surtout ça. Donc ça m'étonne pas de MGF qui fait de excellentes performances face à ses adversaires. Et par contre, je crois que lui aussi il va signer le contrat, ou alors il va pas faire la même erreur que Christian Cage ou la même erreur que Athena, signer le contrat et de perdre le titre. Je crois qu'il essaie d'être minimum plus rusé pour éviter de tomber dans le piège. Mais ce qui est sûr, c'est que il veut essayer de battre Adam Page en le faisant commettre des erreurs possibles. Mais à chaque fois, Adam Page arrive à capter les intentions de MJF pour essayer de le faire perdre. Donc c'est sûr, Adam Page est loin d'être con. Et heureusement pour cette fois-ci. Donc on voit dans chaque match et on voit à quel point MJF il est prêt à tout pour remporter une opportunité. Un peu comme il a fait au Mexique en arrachant le masque de Mystico ou de j'en passe de quel Mexicain pour en devenir le champion. Je crois c'est poids moyen de la CMLL. Je ne sais plus trop, mais tout ce que je sais, à propos de MGF, c'est qu'il s'est fait éjecter de The Earth Syndicate. Parce que tout simplement, le Earth Syndicate n'appréciait pas son côté arrogant, son côté prétentieux. Je me vois moi, 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 moi. Donc ça les a pas vraiment plu. Et du coup, ils l'ont éjecté. Et maintenant, MGF, il se trouve tout seul, sans faction, sans aide. Et pour Adam Page, vu comment il commence à être un champion solide, à tel point qu'il veut prouver à MJF que malgré toutes les ruses qu'il peut le faire, il n'arrivera pas à réussir. Donc à essayer de faire disqualifier, il n'a pas réussi. De se faire décompter, il n'a pas réussi. Donc MJF a tout raté son coup, jusqu'à ce que je crois qu'il va y avoir une intervention de Mark Briscoe et de d'autres pour essayer de distraire MJF ou de contrer tout cela, quoi. Puis il y a un moment dans le climax du match auquel MJF a voulu utiliser sa bague pour essayer de frapper Adam Page avec, mais l'arbitre il a vu et il a confisqué la bague jusqu'à ce que Adam Page il prend la bonne décision d'aller dans les cordes pour effectuer sa Birdshot Lariat pour décapiter MJF, puis son Red Dead Pile Driver. Donc un reverse tombstone pile driver auquel il va effectuer et je crois qu'il fait le tomber pour la victoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a battu MJF et il est toujours champion. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour de ce match-là. Si ce n'est que je passe au main event. Et le main event auquel on va parler, c'est un match en cage d'acier light out. Donc si j'ai bien compris, c'est une cage auquel ça va aller du côté des gradins, auquel il est impossible de franchir. Donc
Donc c'est uniquement la cage qui entoure le ring et pas la cage qu'on a l'habitude de voir, hein. Non, 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 c'est une cage qui renforce le côté des gradins et qui permet aux catcheurs d'effectuer n'importe quel spot de manière libre. S'ils veulent sortir du ring, ils le peuvent. Et du coup, c'est assez original de voir la EW effectuer un genre de manœuvre d'effectuer ce genre de match en cage de manière très différente. Parce que là, c'est vraiment des cages carrées qui va dans les coins des gradins, où est-ce qu'il y a les commentateurs. Et que là, je me dis, ça, c'est original. Là, là, je peux dire que c'est quelque chose assez inédit et auquel on peut être conquis ou ça dépend de vos goûts, tout simplement. Donc les participants sont les Golden Lovers, Kenny Omega et Kota Ibushi, qui font équipe avec Darby Allin, Hiroshi Tanahashi et Will Ospreay, contre les Death Riders, donc John Moxley, Claudio Castagnoli, et qui sont accompagnés bien sûr par Marina Shafir et Wheeler Yuta. Et également, ils font équipe avec les Young Bucks, les anciens EVPs, et auxquels, à chaque fois, ça change de blase pour leur montrer à quel point ce ne sont plus les Vince Présidents, ce ne sont plus des stars dans l'entreprise. Et pourtant, les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson, malgré qu'ils ne sont plus les EVPs et qui veulent nous prouver à quel point ce sont des jobbers, quelque part, j'ai envie de dire, on dirait un peu des jobbers un peu glorifiés. Et expliquez-moi pourquoi des jobbers sont dans le main event. Ouais, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que des jobbers, les entre guillemets jobbers, les Young Bucks, même s'ils ont un physique de jobber, ils ont l'attitude d'un jobber, ils ont la tenue des jobbers, même s'ils s'inspirent de d'autres équipes, mais c'est vrai qu'ils ont ce côté jobber as fuck, et que je me dis, mais ça n'a pas de sens de les mettre dans le main event, tout simplement. Il faut, euh, il faut comprendre pour le voir. Même si entre-temps ils avaient changé les noms comme Matt et Nick, euh, Slick et Nick, Max et Jérémy, ça rappelle l'époque de la TNA où ils se font appeler The Generation Me, donc génération moi ou ma génération, donc Max Buck et Jérémy Buck. Donc ouais, ils ont sorti des blasts de l'époque et auquel, dans ce registre-là, j'ai un petit peu de mal à les voir en jobber, en sachant que ce ne sont plus des jobbers, ce sont des catcheurs confirmés, qu'ils ont quand même gagné des titres. Pas que j'ai de la compassion pour eux, hein. Je me dis c'est bien fait pour leur gueule, qui sont de sales cons, qu'ils ont échoué, mais d'être des jobbers et être dans le main event, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Et pourtant, dans ce match-là, ça va partir en couille. Voilà, je vous le dis direct, ça part en couille, t'as même pas le temps de cligner des yeux. Tu vois de la bagarre arriver à tous les coins de ce match. Tu te perds un petit peu dans la masse, mais t'essaies de te retrouver parmi les catcheurs qui font des spots très violents. Des spots violents, on en aura eu, hein, on en aura vraiment bien eu, hein. Moi, je me rappelle de celui avec Darby Allin, auquel ils ont scotché Darby Allin sur une chaise et que par la suite il y a John Moxley qui va prendre une fourchette et qui va le planter dans l'oreille. Je me dis mais what, putain, mais il est malade. Il va lui arracher l'oreille, c'est un truc de ouf. Parce que oui, du sang à gogo, en veux-tu, en voilà, ça a été très parfois difficile à regarder pour certaines personnes. Mais après, il faut pas être insensible quand on voit ce genre de truc. Mais c'est vrai que c'est un peu dégueulasse de voir cette manœuvre-là. Et des catcheurs en sang, on en a eu, hein. Que ce soit Will Ospreay, je crois qu'il y a eu aussi John Moxley. En même temps, est-ce que c'est surprenant de le voir en sang? Est-ce que ça me surprend de voir du sang à gogo à la EW? Ben non, ça me surprend plus. Mais bon, j'ai pas envie d'aller dans le négatif, j'essaie de voir le positif de la chose. Et pourtant, même si c'est pas, on va dire, son type de match préféré pour Tanahashi, donc Hiroshi Tanahashi, malgré qu'il n'ait plus la bonne forme qu'il avait au bout de sa vingtaine, et qu'il avait porté la New Japan Pro Wrestling
autour des 20 dernières années. Donc c'est vrai que on se dit que certes c'est pas sa spécialité, mais il essaye de montrer à quel point il peut faire des genres de matchs comme ça. Pareil pour Kota Ibushi, hein, même si c'est celui qu'on remarque pas forcément beaucoup. Celui qu'on remarque énormément, bah, c'est Kenny Omega, c'est Will Ospreay, un petit peu Tanahashi, mais surtout Darby Allin, hein, surtout Darby Allin. Et dans l'équipe adverse, ben, on pourrait en citer d'autres, hein. Et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de citer Gabe Kidd aussi. Parce que Gabe Kidd faisait aussi partie du match. Et pareil, hein, c'est vrai que lui aussi, il a un côté prometteur et auquel ben, il s'allie aux Death Riders. Et que malgré que les Death Riders veulent montrer à quel point ils sont toujours très dominants et qu'ils ont faim de violence, de domination. Je me rappelle qu'il y avait aussi un spot où il y avait les quatre tables à l'extérieur du ring, les, même les spots des bonbons auxquels ben, les Young Bucks ils avaient apporté. Je me dis, ah bon, des bonbons. Est-ce que les chutes dans des bonbons c'est censé faire mal? Parce qu'il me semble que non, hein. À mon avis, ils ont dû mettre des bonbons pour le fun, pour montrer à quel point. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à des morceaux de verre? Vous vous attendez à des punaises? Vous vous attendez à des barbelés? Vous vous attendez à d'autres types de conneries? Eh ben non, c'est des bonbons. Et bien sûr, quand on chute dans des bonbons, ça fait pas vraiment mal. Donc ils nous ont un petit peu pris pour des abrutis, mais par la suite, ce sera eux qui vont se faire passer pour des abrutis parce qu'il va y avoir un moment auquel ben, ils vont se faire manger les bonbons à tel point que ça va créer des moments assez rocangonlesques. Un coup de pied dans la figure et ça crache des bonbons. Le côté ah t'étouffes pas avec le bonbon, tu vas t'étouffer. Et j'en passe de d'autres prises auxquelles on a eu. Même si on peut voir que Will Ospreay, c'est vrai qu'il prend extrêmement cher dans le match, hein. Et pareil pour ces autres équipes qui se font vraiment la malle, hein. Puis après que tout le reste des Death Riders se font ben, démonter un à un par d'autres personnes, eh bien ça va se jouer entre Omega, Ibushi et Osprey à enchaîner des prises à tout va, soit sur Claudio Castagnoli ou sur Matenick Jackson. Bref, ça va se jouer up and bar et auquel ben, il faut trouver celui qui va être sacrifié durant tout le match. Et bien sûr, il va y avoir une combinaison de One Wing Angel Hidden Blade qui fonctionne très bien, je trouve. En même temps, du fait que c'est bien amené, ça peut passer. Et du coup, ben, celui qui va se manger le One Wing Angel, je crois que c'est soit Matt ou Nick, mais à la fin, ce sera Hiroshi Tanahashi qui va conclure cette victoire en le faisant un High Fly Flow Frog Splash pour la victoire, tout simplement. Donc, c'est l'équipe ben, de Darby Allin, c'est l'équipe des Golden Lovers, c'est l'équipe de Will Ospreay, c'est de l'équipe de Tanahashi. Bref, vous avez compris, c'est victoire des Babyface qui en viennent à bout des Death Riders et auquel ben, je trouve que c'est soit logique, pas très anticlimatique à propos de cette victoire. Mais ce qui va être anticlimatique, c'est pendant la fin de match. Un coup que tout le monde est envoyé au vestiaire, sauf Will Ospreay, qu'il est là pour célébrer avec son public anglais et qu'il veut également repartir par la suite, eh bien, t'as Claudio Castagnoli qui le démonte avec un coup de manchette porte à l'européenne, et t'as même John Moxley qui ferme la cage avec Gabe Kidd, Wheeler Yuta et Marina Shafir. Donc c'est sûr, ils vont torturer ce pauvre Will Ospreay, ils vont le torturer, ils vont le matraquer, alors que les Babyface veulent rejoindre pour essayer de sauver Will Ospreay pour essayer de le sauver de ce guet-apens, vu comment il a pris extrêmement cher. Et un coup qu'ils l'ont bien amoché, eh ben, ils vont le mettre une chaise autour du cou, comme ils ont fait à All In. Et du coup, cette fois-ci, ça va être John Moxley qui va porter le coup de grâce sur Will Ospreay en écrasant la tête sur la chaise. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que suite à ce spot, eh ben, c'est un peu la fin de Will Ospreay, un peu comme ça a été la fin de Swerve Strickland. Et du coup, ben, vu comment les deux sont blessés, ils n'ont pas le choix de s'écarter de la compétition pour se faire soigner.
Donc oui, ça se termine le show avec, avec une fin assez anticlimatique de la hit en fin de show. Et du coup, t'as ce pauvre Will Ospreay qui est évacué sous civière et que voilà comment se termine de manière très 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 tragique. Oh là là, c'est vrai qu'il y a de quoi parfois d'être content, comme c'est compréhensif d'être déçu de voir ce genre de résultats. Mais voilà tout. Je pense que j'en ai terminé avec tous les résultats de la EW, quoi. Forbidden Door, que j'ai particulièrement bien apprécié. Et j'espère que vous aussi, vous avez bien apprécié. Et maintenant, ben, je vais passer directement à la conclusion de cette vidéo. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.